J'ai tout essayé. Les régimes classiques, les jeûnes, les rééquilibrages alimentaires, l'alimentation intuitive, les psys, les nutritionnistes, les hypnothérapeutes et tout un tas de programmes. Et malgré ça, je suis toujours en guerre contre mon poids et la nourriture prend toute la place dans ma tête et dans ma vie. J'ai l'impression d'être un cas désespéré. Je ne sais plus quoi faire. Aide-moi, Haïdar. Ça, c'est à peu près mot à mot le récit que j'entends plusieurs fois par jour. De quelques mois à quelques décennies, les parcours de galères alimentaires se suivent et se ressemblent. Pendant ce temps-là, les courbes graphiques de l'obésité et du diabète s'affolent, sans même parler de la vague de troubles du comportement alimentaire. Une vérité dérangeante commence à apparaître au grand jour. On n'arrive plus à dissimuler l'échec massif des méthodes qu'on nous vend depuis toujours. Il semblerait qu'on n'ait encore rien compris au véritable problème et que les solutions qu'on a tenté de mettre en place n'aient fait que l'aggraver. Mais alors, est-ce que tu es condamné à faire la bagarre avec ton poids toute ta vie? Ou alors, est-ce que tu devrais te résigner à être en mauvaise santé? Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tout ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui n'a pas fonctionné. Mais surtout, je vais te présenter l'alternative qui prépare une future révolution et qui n'a, pour le moment, été adoptée que par une poignée d'initiés. Si tu envisages de faire partie de l'avant-garde lucide, innovante et radicale de la pacification alimentaire, tu es au bon endroit. Reste bien attentif jusqu'au terme de cette vidéo parce que tu t'apprêtes à découvrir les 6 points indispensables pour te libérer définitivement de la nourriture. Cette vidéo est la seconde partie de celle que j'ai publiée la semaine dernière. Le problème avec l'alimentation intuitive. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à aller la voir en premier. Le lien s'affiche maintenant sur ton écran. Dedans, je déconstruis point par point ce que nous a présenté comme une révolution. L'alimentation intuitive. Je t'explique pourquoi ça n'est en réalité pas si novateur, mais surtout pourquoi ça ne fonctionne pas. La critique est nécessaire, mais elle est stérile si elle n'est pas accompagnée de nouvelles propositions. C'est d'ailleurs tout le projet de cette ambitieuse vidéo et de cette chaîne YouTube en général. Si tu veux être sûr de faire partie de cette nouvelle aventure, il est temps de t'abonner en cliquant sur le bouton qui s'affiche en dessous de cette vidéo. Le truc auquel tu as probablement été confronté, c'est à l'immense diversité d'offres qui ont lien avec la nourriture, la perte de poids et le rapport au corps. En fait, chacun et chacune a sa petite méthode, son petit truc, sa petite religion alimentaire. Et ils se bagarrent entre eux pour dire qu'ils sont différents les uns des autres et que l'un d'entre eux aurait raison. Pour autant, on l'a constaté, les résultats de toutes ces méthodes sont à peu près identiques. Alors, est-ce que toutes ces méthodes sont si différentes? Et en fait, non. Pour quelle raison toutes les méthodes que tu as déjà employées ont quelque chose de similaire? Eh bien, la raison est la suivante. En fait, ça fait des décennies qu'on nous fait croire qu'on a un problème avec la nourriture et notre corps et que donc, on doit changer quelque chose avec la nourriture et avec notre corps. Maintenant, je vais m'employer à expliquer pourquoi cette vision est erronée et pourquoi, en fait, il n'y a pas de problème avec la nourriture, il n'y a pas de problème avec le corps. Je sais que cette affirmation peut paraître étonnante parce que si tu as à m'écouter, c'est peut-être qu'au quotidien, tu vis de la souffrance dans ta relation avec la nourriture et avec ton corps. Peut-être que tu vis de la frustration, peut-être que vraiment, tu n'es pas confortable. Mais pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas un problème? En fait, notre relation à la nourriture et notre corps ne sont pas le problème, mais un symptôme du véritable problème. Je prends un exemple. Si tu développes de la fièvre, tu sais que cette fièvre est consécutive à une maladie, c'est-à-dire peut-être une infection de bactéries ou d'un virus. Et si tu vas chez ton médecin va évidemment prendre en considération que ta température corporelle est au-dessus de ce qu'elle devrait être, mais ce qu'il va faire, ce n'est pas de chercher à diminuer ta température corporelle artificiellement, c'est-à-dire à estomper le symptôme. C'est-à-dire que le médecin ne va pas chercher à te mettre dans un bain d'eau glacée, bien que ça pourrait être efficace sur le court terme, puisque ça ferait diminuer ta fièvre. Mais en fait, ça ne réglerait pas le problème. Au contraire, ça risquerait de l'aggraver. Et aussitôt que tu sortirais de l'eau glacée, puisque tu devrais finir par sortir, eh bien ta température corporelle remonterait. Et donc, on n'a rien réglé du tout. On n'a fait que atténuer le symptôme pendant une petite période de temps. Et cette atténuation du symptôme a finalement aggravé la situation. Bon, du coup, qu'est-ce que le médecin va faire? Le médecin va faire en sorte
d'aider le système immunitaire à se protéger face à une attaque. Et cette attaque, c'est une bactérie ou un virus. Donc le véritable problème, c'est la bactérie ou le virus. Et donc la fièvre, ce n'est qu'une expression de ce mal plus profond. Eh bien, la nourriture et le corps, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que quand tu as des galères alimentaires et quand tu as des galères avec ton corps, le vrai problème ne se trouve pas ici. Et par conséquent, si le problème n'est pas là, eh bien, la solution n'y est pas non plus. J'aime à dire et à répéter, si le problème n'est pas dans ton assiette, la solution non plus. Et le point commun avec toutes les méthodes que tu as essayées jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elles ont toutes mis leur attention et leur focus sur l'aspect nourriture. On te parle soit de ce qu'il y a dans ton assiette, soit de comment tu te comportes avec ton assiette, mais on ne s'est jamais demandé si c'était vraiment ça le problème. Et j'affirme ici que ça ne l'est pas. Mais alors, quel est le fond du problème ? En fait, en se basant sur l'hypothèse erronée qu'on a évoquée tout à l'heure, on va vous recommander d'exercer une forme de contrôle mental, d'utiliser vos pensées, d'utiliser votre volonté pour amener du changement dans votre alimentation, dans vos comportements alimentaires. On va vous dire qu'il y a des bons aliments et des mauvais aliments, on va vous dire qu'il y a des bons comportements alimentaires et des mauvais comportements alimentaires, et que vous devez utiliser votre volonté, autrement dit, neurologiquement dit, votre lobe frontal, pour contrôler votre alimentation et pour réussir à contrôler votre poids. Donc on voit que le moteur de toutes ces méthodes, c'est votre volonté. Vous devez exercer un pouvoir, un contrôle sur votre corps et donc sur vos besoins et sur vos limites. Toutes les méthodes qui existent aujourd'hui se basent sur ce principe et ce n'est pas pour rien. En fait, le contrôle, c'est génial. Ça apporte plein de bénéfices et ça explique pourquoi est-ce qu'on vit dans une société et dans une culture qui est droguée, qui est addicte à ce contrôle et ce contrôle est je dis bien très rarement mis en question et je vais dire pourquoi en 3 points. Le contrôle est extrêmement utile pour une première raison, c'est que le contrôle est une stratégie extrêmement efficace pour faire diversion. C'est-à-dire que si vous avez des questionnements profonds, intenses et donc effrayants vis-à-vis de vous, valeurs, ce que vous voulez faire, qui vous êtes, votre existence, votre passé, votre identité, vos relations, ces questions peuvent paraître insurmontables pour notre ego, pour notre mental. Ou alors, on peut avoir des émotions, des états émotionnels, des choses qu'on a bloquées à l'intérieur de soi et qui, à nouveau, pour notre mental, paraissent insurmontables, inacceptables. Notre mental considère qu'il y a des questions ou des émotions qui sont trop dangereuses, trop effrayantes pour être acceptées, vécues ou accueillies. Et le contrôle est le meilleur moyen de faire diversion. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de me prendre la tête sur est-ce que j'ai le droit de manger des pâtes à 19h30 ou est-ce que j'ai pas le droit et si j'ai le droit en quelle quantité, plutôt que de se demander en fait qui suis-je et qu'est-ce que je veux de ma vie. Ou alors de s'asseoir et de ressentir ses émotions. Vous savez, on nous dit souvent oui, on utilise l'alimentation comme un doudou émotionnel, on utilise l'alimentation pour éviter de ressentir ses émotions. Et effectivement, l'alimentation peut servir à ça. Et c'est pas quelque chose de mal, bien au contraire. Mais en fait, ce que je constate le plus souvent, c'est que ce n'est pas l'alimentation qui nous permet d'anesthésier nos émotions, c'est le contrôle. En fait, à chaque fois que je suis dans le contrôle, j'ai la possibilité de ne pas accueillir ce qui serait bon d'accueillir. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que le contrôle va nous donner une illusion de sécurité. En réalité, ce qui se cache derrière ces craintes que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est le besoin profond de se sentir en sécurité. Et en fait, très tôt dans la vie, on comprend et on constate que le monde est chaotique, que les événements et que les gens autour de nous sont hors de notre portée, hors de notre contrôle, et qu'il peut arriver un certain nombre de choses sans qu'on ait la moindre emprise dessus. Et ça, c'est flippant. Et donc,
le réflexe de crispation, c'est de se dire un truc du genre, évidemment, pas de manière consciente, mais inconsciemment, un truc du genre, ok, je ne peux pas contrôler les autres, je ne peux pas contrôler les événements, je ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de moi, je ne peux pas contrôler le monde, mais par contre, je suis capable de contrôler mon corps, mes apports caloriques et ce que j'ingère. C'est d'une certaine manière un peu absurde, parce que le fait de contrôler mon alimentation ne va pas me protéger de me faire rejeter, abandonner ou de vivre un trauma. Mais ça donne le sentiment d'avoir une emprise, d'avoir du contrôle, et donc ça vient nourrir un sentiment de sécurité. Mais ce sentiment de sécurité est évidemment une illusion, parce que si ma sécurité émotionnelle, psychique, identitaire est liée, dépendante de mon poids ou de mon reflet dans le miroir ou du regard des autres, alors je suis surtout pas en sécurité, je suis en danger permanent. Et le troisième point, et je crois que c'est le principal qui explique pourquoi est-ce qu'on aime autant le contrôle dans notre culture, c'est que ça vient nourrir notre ego. En fait, je crois, peut-être que je me trompe, mais je crois que tout le monde a déjà plus ou moins compris que le contrôle, la restriction, la privation, tout le monde a compris que ça ne fonctionnait pas vraiment. Alors, pourquoi est-ce que les gens continuent à le faire ? Je crois que c'est parce que, en fait, quand on se contrôle, quand on se restreint, quand on est autodiscipliné, ce qu'on cherche en réalité, ce n'est pas vraiment à obtenir des résultats, ou alors que sur le court terme, mais c'est en fait à se donner un sentiment de supériorité morale par rapport au reste. Et je me souviens bien de ce sentiment lorsque moi-même j'étais dans le contrôle et de la restriction. J'avais l'impression que le fait que je mange healthy, que le fait que j'aille au sport tous les jours, me rendait mieux que les autres et me plaçait au-dessus. Je me souviens de cette forme d'ego mal placé et je me souviens de ce truc qui me faisait me sentir mieux, me faisait me sentir avoir plus de valeur au regard de la société, puisque c'est extrêmement valorisé, le contrôle de soi, mais aussi à mon propre regard. Et donc, on n'est pas tellement dans le contrôle pour perdre du poids, on est dans le contrôle pour se donner ce sentiment de supériorité. Et malheureusement, je crois que ce n'est pas le meilleur moyen de se donner de la valeur. Il y a des stratégies qui sont plus efficaces et qui sont plus pertinentes. Donc ça, c'est les 3 avantages du contrôle. Quel est l'inconvénient du contrôle ? L'inconvénient du contrôle, si vous êtes en train de m'écouter, probablement que vous êtes en train de le vivre au quotidien. Le contrôle est un mécanisme de défense qui est naturel, mais lorsque ce contrôle prend les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'on devient accro au contrôle, c'est-à-dire que le contrôle est dans toutes les sphères de notre existence et en permanence, et que d'une certaine manière, on devient esclave de ce contrôle. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, l'effet principal, c'est que ce contrôle va nous amener à nous déconnecter complètement de notre corps, c'est-à-dire de nos besoins et de nos limites. En fait, le contrôle va nous placer dans une situation de guerre avec nous-mêmes. C'est-à-dire que d'un côté, on a notre mental, notre ego, la volonté, le contrôle, la pensée, qui va chercher à tyranniser et à prendre le pouvoir sur le corps, les émotions, sur nos besoins et sur nos limites. Et ça a tout un tas de manifestations, notamment les galères alimentaires, notamment le fait de prendre du poids, notamment le fait de se sentir complètement à côté de sa vie et d'être en mode survie. Et c'est vraiment ce que les gens me décrivent en appel, c'est de me dire, mais en fait, Haïdar, je ne me sens pas vraiment vivre et je sens que je suis en train de passer à côté de mon existence. Et c'est exactement l'effet secondaire de l'addiction au contrôle, c'est qu'elle nous place en dehors de nous-mêmes, déconnectés de nous-mêmes et donc observateurs de notre propre existence. Et ça, c'est pour moi le pire de tous les maux. Alors, comment sortir de là ? Comment instaurer un vrai nouveau paradigme? Comment ne pas continuer à utiliser les mêmes stratégies encore et encore et encore, à se sentir au bout de quelques décennies, comme j'ai l'habitude de l'entendre, être un cas désespéré, avoir tout essayé et se dire que, en fait, j'y arriverai jamais et je dois juste apprendre à vivre avec. Comment sortir du fatalisme? Une fois qu'on a identifié que l'origine du mal, c'était
ce mécanisme de contrôle qui envahit toutes les sphères de notre existence, il s'agit alors, progressivement, doucement, de rentrer dans une pacification. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait, bêtement, mais difficilement, d'entrer dans un processus de détox de contrôle. C'est-à-dire que, pas après pas, dans mon quotidien, je vais me désengager et prendre de la distance avec mes mécanismes de défense liés au contrôle et à la restriction. Notamment, puisque on parle de ça ici, dans mon alimentation. Ça veut dire que progressivement, je vais accepter de répondre et d'honorer tous mes besoins et toutes mes envies pour ensuite être connecté à mes limites. C'est-à-dire que je ne peux pas vouloir rencontrer mes limites. Par exemple, je ne peux pas vouloir dire ce qu'on me dit souvent, « Haïdar, j'aimerais réussir à arrêter de manger. Haïdar, j'aimerais rencontrer ma satiété. » On ne peut pas rencontrer notre satiété si on n'a pas au préalable rencontré notre faim. Et pour faire ça, il va falloir effectivement retirer les mécanismes de contrôle. Et ça, c'est absolument effrayant. Et c'est pour ça que si peu de personnes, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une infime minorité de personnes qui ont l'intelligence et le courage de rentrer dans ce processus, parce que, et c'est ce que j'entends régulièrement, on me dit, mais si je lâche le contrôle sur mon alimentation, je vais manger sans m'arrêter et je vais devenir obèse, je vais grossir sans jamais m'arrêter. Et en fait, cette peur, elle est normale, elle est légitime parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est déconnecté de soi, qu'on ne croit même plus en nos mécanismes, en nos processus naturels d'autorégulation. Force est de constater que si vous regardez un nouveau-né, ses facultés, il les a. Un nouveau-né n'a pas besoin de penser ou de réfléchir pour savoir précisément la quantité de nutriments, d'aliments dont il a besoin. Eh bien, pour nous, c'est exactement pareil. On n'a pas besoin de réfléchir à la quantité d'air qu'on inspire et qu'on expire pour nos échanges gazeux. On n'a pas besoin de calculer combien d'oxygène on a besoin et donc à quelle fréquence, à quelle vitesse et à quelle intensité est-ce que l'on va respirer. Ce sont des fonctions natives qui sont gérées non pas par notre lobe frontal et notre pensée, mais qui sont managées par des zones archaïques de notre cerveau, de la même manière que les battements de notre cœur, que le flux de notre sang ou que la manière dont on va éliminer les urines et les selles n'est pas contrôlée par notre pensée, mais contrôlée par ces facultés natives, intuitives. Et en sortant du contrôle, après une phase d'adaptation qui va être compliquée, va être difficile, une phase de rééducation, en fait, on va pouvoir retourner à cet état initial et pouvoir manger comme on respire, sans avoir besoin d'y penser. Lorsque j'explique la nécessité de se reconnecter, on me dit toujours la même chose. « Ok, Haïdar, j'ai bien compris et je suis plutôt d'accord avec toi. Je sens que ce que tu as à dire est juste. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et les gens sont plutôt surpris de ma réponse. En fait, il ne faut rien faire. Il n'y a strictement rien à faire. Puisque le faire est directement connecté à notre mental, à notre volonté. Pour utiliser une nouvelle métaphore, la volonté et l'action pourraient être un marteau. Et si vous avez passé votre vie avec un marteau, vous risqueriez de me demander, lorsqu'il s'agira de repeindre un bâtiment, de me dire « Comment puis-je repeindre le bâtiment avec mon marteau ?» Et ma réponse sera de vous dire que vous ne pouvez pas, qu'on ne peint pas une maison avec un marteau, mais qu'on doit plutôt prendre un pinceau. Eh bien, la pacification alimentaire ne consiste pas à faire des actions, mais au contraire à entrer dans l'être. Et quand je dis entrer dans l'être, je sais que ça commence à sonner spirituel et complètement déconnecté de toute forme de réalité, alors je vais vous l'expliquer de manière un petit peu plus précise. Si, comme je l'affirme ici, il n'y a rien à faire, alors qu'est-ce que c'est la pacification alimentaire et pourquoi est-ce qu'elle a le potentiel de te libérer là où toutes les autres méthodes ont échoué? Plutôt que de vous parler de la pacification alimentaire comme un concept théorique, je vais vous expliquer comment ça marche, en commençant par vous parler de ce monsieur. Peut-être que sa tête ne vous dit rien, mais en fait, ce monsieur, c'est Abraham Maslow, le père de la psychologie humaniste. Et ce monsieur a découvert quelque chose d'assez bête, mais en même temps d'extrêmement important, c'est la pyramide des besoins. En gros,
tous les êtres humains, on a notre individualité, notre propre histoire, notre propre identité. Mais on a aussi des catégories de besoins universels. Ces catégories, il en existe 5 et entre ces 5 catégories, il existe une hiérarchie. C'est pour cette raison qu'on parle de la pyramide des besoins ou de la pyramide de Maslow. En fait, cette pyramide, c'est le cœur de l'approche en pacification alimentaire. Concrètement, si toutes les méthodes, toutes les choses que vous avez mises en place ont échoué jusqu'à aujourd'hui, c'est peut-être parce que on n'a pas respecté l'ordre et la structure de la pyramide. De quoi s'agit-il? Le premier étage, tous les êtres humains, qu'ils le veuillent ou qu'ils en aient conscience, sont sur la pyramide et essayent de grimper sur les 5 étages. Le premier étant nos besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, éliminer, respirer. Le deuxième étant nos besoins de sécurité. Avoir un toit au-dessus de la tête, ne pas être menacé, ne pas être en état de stress et d'angoisse permanente. Une fois qu'on a répondu à ce deuxième étage, on arrive au troisième, nos besoins sociaux, nos besoins d'appartenance, nos besoins d'être en relation, des relations épanouissantes et nourrissantes. Une fois qu'on a répondu à ces besoins, on arrive au quatrième étage. C'est le besoin d'estime de soi, c'est-à-dire le besoin d'être en relation avec soi-même, son identité, comment est-ce que je suis avec moi-même dans la relation. Une fois qu'on a répondu à ce besoin d'estime, on arrive au 5e et dernier étage, qui est le besoin d'accomplissement personnel. Le besoin d'accomplissement personnel, c'est ce qui va transcender tout le reste et qui va répondre à la question, en fait, qu'est-ce que je fais ici? Quelle est ma mission de vie? Quel est le sens de mon existence? Est-ce que c'est la spiritualité? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai à faire? Etc. C'est ce qui me transcende. Et si je vous parle de ça, c'est parce que selon moi, ça explique pourquoi la majorité des pratiques échouent. Je crois qu'il y a une grande majorité des pratiques qui, comme on l'a vu, sont à côté de la plaque. D'autres qui sont de l'ordre du marketing et de charlatans. Et il y a aussi une partie de gens qui sont vraiment bien intentionnés et qui ont des outils qui sont vraiment intéressants, intelligents et qui vont viser juste. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une infime minorité de personnes ou d'approches qui respectent l'ordre de la pyramide. Concrètement, il est impossible de vous aider à régler des problématiques qui vont se trouver à l'étage numéro 4. Par exemple, on va parler de l'estime de soi ou de la gestion des émotions, si on n'a pas au préalable vérifié que, au niveau de l'étage numéro 1 et 2, vous aviez correctement répondu à vos besoins. Et je crois que c'est l'erreur la plus commune dans l'approche des galères avec l'alimentation, c'est d'essayer de vous accompagner à des endroits où vous n'êtes pas. En pacification alimentaire, on va faire tout le contraire. C'est-à-dire qu'on va démarrer le travail tout en bas de la pyramide en faisant une sorte de balayage. C'est-à-dire qu'on va vérifier que vous ayez bien répondu à vos besoins physiologiques avant de répondre à vos besoins de sécurité, avant de répondre à vos besoins sociaux, avant de répondre à vos besoins d'estime, avant de répondre à vos besoins d'accomplissement. Et si on ne respecte pas cet ordre-là, cette structure-là, on travaille dans le vide. En fait, on travaille dans une sorte de chaos où on va, et c'est souvent ce que je vois malheureusement dans certains types de thérapies, on va parler de la pluie et du beau temps. Un coup, on va vous parler de votre enfance. Un coup, on va vous parler de vos relations. Un coup, on va vous parler de votre sommeil. Un coup, on va vous parler du sens de l'existence. Mais sans jamais amener de la structure et de la clarté et surtout un ordre dans lequel on va faire les choses. Et ça, c'est la différence qui caractérise la pacification alimentaire. C'est que cette pyramide va être le mode d'emploi qui va nous permettre de venir mécaniquement décortiquer les uns après les autres chacun de vos besoins, chacun de vos limites dans cette pyramide pour retirer les stratégies et les outils qui aujourd'hui vous mettent dans la situation de souffrance dans laquelle vous êtes et pour les remplacer par des nouveaux outils et des nouvelles stratégies. C'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au contrôle et à la restriction. Si aujourd'hui le contrôle et la restriction est en train d'éclater votre métabolisme au niveau de l'étage numéro 1, il va falloir d'abord qu'on permette de relancer votre métabolisme en honorant votre faim et vos envies au niveau de l'étage numéro 1. Mais on comprend bien que ça, ce n'est que le premier palier. En fait, la pacification alimentaire, contrairement à ce que son nom indique, s'intéresse assez peu à la nourriture. En fait, la pacification alimentaire
parle d'alimentation pour pouvoir mieux s'en libérer. On parle de nourriture et de relation au corps pour que ça ne soit plus une question et plus un sujet, pour que justement on puisse ensuite grimper dans les étages de la pyramide et s'intéresser aux véritables questions, aux questions qui sont véritablement intéressantes et véritablement pertinentes et qui se trouvent dans les étages plus hauts de la pyramide. C'est pour ça que je propose cette approche. Pour être plus précis sur ce qu'est la pacification alimentaire, je vais commencer par dire ce que ce n'est pas. La pacification alimentaire n'est pas, comme on l'a vu dans des précédentes vidéos, un ensemble de règles ou de principes qu'il faudrait respecter et appliquer. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à vous imposer de l'extérieur des principes que vous allez devoir imposer à votre intérieur. En fait, on fait le processus inverse. La pacification alimentaire avec sa pyramide va vous permettre, pas après pas, jour après jour, de vous débarrasser, de retirer toutes les croyances, toutes les pensées, toutes les actions qui vous empêchent d'être connecté à vous. En fait, on va venir vous purifier, vous nettoyer de toutes les couches d'accumulation de croyances, de pensées, d'astuces, de trucs à faire, à dire, etc. En fait, votre mental et votre ego débordent d'informations, de savoirs, de connaissances, de croyances, de choses à faire et à réussir. La pacification alimentaire est un remède à cela puisqu'on va venir vider. En fait, on va venir ouvrir des canaux et vous débarrasser du poids de tout cela. Et en vous débarrassant de tout cela, sans avoir besoin de contrôle, sans avoir besoin de volonté, sans avoir besoin de pratique, en fait, lorsqu'on vide le surplus, alors il y a quelque chose de magique qui se déroule, c'est que vous allez commencer à vous remplir de vous-même. Vous allez commencer à vous remplir de vos propres règles intérieures. Vous allez commencer à ressentir votre corps. Vous allez commencer à ressentir vos émotions. Vous allez commencer à ressentir votre intuition. En fait, vous allez commencer à vous remettre en mouvement, vous remettre en vie, vous remettre en lien avec vous-même. La pacification alimentaire n'est pas vraiment une méthode, n'est pas une approche, n'est pas un régime. La pacification alimentaire est une philosophie globale qui nous aide à nous libérer des injonctions extérieures pour se reconnecter à la loyauté envers soi-même. Cette philosophie, elle remet la nourriture et le corps à leur place, un élément parmi tant d'autres. Mais surtout, l'objectif de cette philosophie, c'est non pas, comme on essaie de vous le vendre, de vous libérer de toute forme de souffrance et d'échapper à votre humanité, non. La pacification alimentaire ne vous aide pas à arrêter de souffrir. La pacification alimentaire vous aide à choisir des souffrances qui en valent la peine. Parce que je crois, dans mon fort intérieur, qu'en fait, souffrir parce que l'on a pris 500 grammes sur la balance, ce n'est pas vraiment intéressant. Je crois que souffrir parce qu'on est en train de construire des relations qui ont du sens. Je crois que souffrir parce qu'on est en train de manifester, de construire nos rêves. Je crois que souffrir parce qu'on a envie de dédier son existence à la défense et à la construction de certaines valeurs, ça vaut la peine. Mais pleurer parce que j'ai mangé un cookie, ça, c'est pas méga intéressant. Et l'objectif, c'est justement de libérer ça pour aller vers quelque chose qui a plus de sens. Et j'ai l'intime conviction que cette approche, la pacification alimentaire, c'est ce qui va constituer dans les années, les décennies qui viennent, une véritable révolution parce qu'enfin, on va enlever ce focus de la nourriture et du corps pour entrer dans une approche plus globale, plus intelligente, plus radicale, plus courageuse et plus lucide. Si aujourd'hui tu souhaites être un précurseur de ce mouvement, tu peux t'y joindre maintenant en commençant à t'abonner à cette chaîne. J'aimerais aussi beaucoup savoir ce que tu en penses, ce que tu comprends de cette vidéo, de cette approche de manière générale et peut-être ce que tu as pu en tirer et mettre en place dans ton quotidien. Si déjà ces idées ont changé des choses, s'il te plaît, prends le temps de les écrire en commentaire. J'ai vraiment envie de te lire et de savoir comment est-ce que tu as pu incorporer cette philosophie dans ton quotidien. Évidemment, et comme j'ai l'habitude de te le répéter, tu n'es pas obligé de rester seul dans les galères que tu as avec ton corps et la nourriture. Tu as la possibilité de réserver ton appel de bilan personnalisé. Concrètement, il s'agit d'un appel offert avec moi sur Zoom durant lequel on va faire le point sur tes difficultés avec le corps, la nourriture, mais tu vas le voir avec beaucoup plus que ça et beaucoup plus profondément que ça, pour construire des hypothèses sur
comment sortir de là et comment aller vers la version de toi qui est sereine, apaisée, tranquille avec la nourriture et surtout qui a découvert son plein pouvoir, son plein potentiel. Si tu souhaites accéder à cet appel de bilan personnalisé, il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en description et en premier commentaire. Dans tous les cas, je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine. Au revoir.